Ok, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être connectés à cette heure-ci. C'est pas facile après une grande journée de travail. Nous nous retrouvons, comme nous avons pris l'habitude, chaque 2 semaines, voire 3 semaines, à travers un concept de la gestion des jeux, des projets. Et pour le week-end qui s'annonce, nous avons choisi de débattre par rapport au système de suivi et évaluation. Et nous aurons 3 jours à passer ensemble pour parler de tout ce qui a rapport avec le suivi et évaluation des projets et programmes. Bon, j'ai voulu changer un peu pour que ce ne soit pas les mêmes choses, ce ne soit pas les mêmes formations, les mêmes slides qui reviennent parce qu'on a déjà fait cette formation euh, l'année passée, fin de l'année passée. Et nous avons beaucoup de gens qui sont inscrits pour la formation payante pour pouvoir approfondir les conseils que nous avons vus lors de la formation gratuite. Je me représente, je suis Codieux Eliab, c'est un ami, je suis béninois. Je suis ingénieur statisticien économiste. Actuellement, je suis le directeur de la prospection et de la planification d'une agence au niveau du Bénin. Et à travers les formations du TBL Consulting, nous arrivons à pouvoir discuter, partager de la connaissance. C'est quelque chose que j'aime faire beaucoup. Donc aujourd'hui, nous aurons à parler de comment est-ce que nous pouvons passer des données brutes à la prise de décision lorsque nous gérons un projet. Données brutes. Et pour aller là-bas, il faut que nous puissions montrer le rôle stratégique du système de surévaluation. Parce que quand on parle de données brutes pour aller à la décision, il faut un système qui puisse capter les données, qui puisse collecter les données, les traiter, les analyser, les présenter à travers un rapport simple de synthèse et que ces rapports puissent être lus, vite lus, bien interprétés pour permettre la prise de décision. Donc, s'il y a des projets, c'est pour ça que j'ai posé la question, pourquoi certains projets réussissent alors que d'autres échouent? Fondamentalement, il doit y avoir plusieurs raisons. Mais le plus souvent, c'est que les gens négligent le système de suivi et évaluation, qui est un système basé sur la collecte des données, qui puisse permettre aux gens de pouvoir, comment dit-on, avoir des chiffres pour prendre des décisions. Donc, au jour 1, aujourd'hui, nous allons comprendre le rôle stratégique de suivi et évaluation d'abord. Au jour 2, nous allons voir quels sont les outils qu'on utilise pour la mise, la conception d'un système de suivi et évaluation. Et au jour 3, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons passer de, de cette, euh, de cette donnée-là, la collecte de données, pour la prise de décision. Voilà. OK, la voix est moins levée. J'ai augmenté. Donc, nous sommes tous des passionnés de gestion des projets. Et j'aimerais partir directement avec une question. Si vous avez des réponses, vous pouvez le mettre dans le chat. Selon vous, pourquoi autant de projets échouent-ils malgré des financements importants? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'il y ait des projets, je sais que vous avez déjà collaboré dans des projets, vous avez déjà fait la conception des projets, vous avez déjà été associé à la gestion d'un projet, des activités, et ainsi de suite. C'est de savoir pourquoi est-ce que il y a des projets qui ont... C'est la mauvaise gestion. Monsieur Christian a dit que c'est la mauvaise gestion. Je suis d'accord. La mauvaise gestion, oui. La mauvaise gestion peut plomber beaucoup de projets. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des réponses? Vous pouvez écrire dans le chat, hein. C'est la mauvaise gestion. Je suis d'accord. La mauvaise gestion parce que vous pouvez avoir des gens compétents, mais qui gèrent mal, par mauvaise foi ou par le fait que, bon, ils ont trouvé des ressources et, bon, il fallait dépenser.
Voilà. Voilà. La non-implication des parties prenantes. Oui. Surtout, c'est mon cheval de bataille. On me dit non, c'est ça. Parce qu'il y a trop de projets qui sont passés à côté juste parce qu'elles n'ont pas impliqué les parties prenantes. Elles ont réfléchi à la place des parties prenantes. Elles ont dit voilà ce qui serait mieux pour vous. Et ils ont fait. Et à la fin, on se rend compte que, bon, les gens, comme ils n'ont pas été associés, bon, ils s'en foutent. Voilà. Je suis d'accord. À part ça, il y a, je vais voir, ce que c'est le manque de suivi. Tout à fait. Manque de suivi. Vous savez, il y a quelque chose dont souffrent beaucoup de gestionnaires de suivi de données, c'est-à-dire statisés, planificateurs, des gestionnaires de projets. C'est que les gens ne connaissent pas l'importance des chiffres. Ils ne mettent pas l'argent sur la conception d'un bon système de suivi et évaluation. Ils ne voient pas l'importance d'un système de suivi et évaluation. De, d'aller sur le terrain, collecter les données, les traiter. Ils ne voient même pas l'importance. Ils mettent l'argent sur les achats de biens et services, les consultations, les constructions. Mais pour faire le suivi, il n'y a jamais l'argent. Et là, c'est une grande erreur. Nous allons revenir sur ça. C'est ça qui plombe la plupart des projets. C'est qu'on voit que c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Le fait de pouvoir donner de l'argent pour qu'on puisse faire du suivi, pour qu'on puisse faire le contrôle, pour qu'on puisse faire l'évaluation de ce qui a été fait. À part le manque de suivi, je vais voir. Nos études de faisabilité, je suis d'accord avec vous. C'est que il y a des gens qui se lancent. Une mauvaise étude de marché, oui. Étude de faisabilité, étude de marché, oui, oui. Il y a des gens qui se lancent dans la conception, de la mise en œuvre des projets, sans même faire le diagnostic. L'évaluation est santé. C'est-à-dire, c'est comme le dit l'évaluation est santé, c'est l'étude de faisabilité. Voici, est-ce que le- ce qu'on a identifié comme problématique, est-ce que c'est la bonne problématique 1? Si c'est la bonne problématique, est-ce qu'il y a des preuves qui montrent vraiment que c'est un problème? Et s'il y a des preuves qui montrent quel est le meilleur chemin qu'on puisse trouver pour pouvoir régler ce problème? Est-ce que c'est un besoin fort? Beaucoup de gens ne le font pas. Et comme ils ont un financement, ils montent un projet, ils prennent de l'argent et ils font ce qu'ils veulent. À la fin, le changement obtenu, c'est que le résultat qu'on doit obtenir n'est pas. Je suis d'accord. Faiblesse du système de suivi et évaluation, je suis d'accord. Euh, difficulté à capitaliser les acquis. Ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Je suis d'accord avec vous. De plus en plus, il y a cette problématique qui revient. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'on appelle difficulté de capitaliser les acquis, c'est que normalement, dans, dans le système de projet, gestion des projets, il y a un module de capitalisation des leçons apprises. On appelle ça la capitalisation. On va voir ça dans le cours de ce soir. Ça sera plus expliqué. Et qui permet à ce que on puisse écrire à travers un rapport tout ce qui a marché, tout ce qui n'a pas marché à travers, lorsque nous étions en train d'exécuter le projet. Et ce rapport est disséminé, c'est publié. On fait des réunions avec les ONG, les partenaires, tout ça là, pour pouvoir montrer là où on a fauté, là où on a eu des succès, pour permettre à ce que lorsqu'il y aura un nouveau projet qui sera dans le même secteur, qui aura à peu près les mêmes objectifs, qui soit dans la même zone, qu'il ne puisse pas répéter les mêmes erreurs que nous avons commis. Et ça, beaucoup de gens le négligent. Ça fait que les projets se succèdent, ont les mêmes échecs, mais on continue à faire les mêmes choses. Juste, c'est très bien, hein. C'est une notion qui revient de plus en plus dans les formations en termes de gestion de projet. Et d'ailleurs, vous allez voir que les gens mettent plus l'accent sur la gestion des risques pour pouvoir réduire le taux d'échec par rapport à la mise en œuvre des projets. Encore que la gestion des risques est encore une autre thématique. L'incompréhension de la vision et de la mission du projet. Oui, oui. Et ça passe par le fait que nous n'avons pas la théorie du changement. Parce que chaque projet doit avoir une théorie du changement. Vous voyez, il y a des projets qu'on met en œuvre, mais sans théorie de changement. Je n'ai pas compris. La de naissance même du projet, c'est la théorie de changement. Si quelqu'un doit gérer un projet,
Après, les choses qu'il doit faire, c'est pas d'aller voir le cadre logique. Non, il n'aura aucune information. C'est de pouvoir voir le diagnostic et la théorie du changement. Et tant que vous n'avez pas lu le diagnostic et la théorie du changement, vous ne pouvez pas voir, comment dire, vous ne pouvez pas vous mettre à la place de ceux qui ont conçu le projet pour voir qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont les buts et comment, quel est le chemin qu'ils veulent utiliser pour pouvoir atteindre. Et dès que vous connaissez, quand vous allez bien comprendre, l'équipe de gestion va bien comprendre la théorie du changement, c'est fini. Ils ne pourront pas s'écarter des résultats, des jalons qu'ils doivent avoir. Je suis d'accord. Ah, vous n'entendez plus rien? Ah, ça doit être la connexion. Ouais. Donc, merci beaucoup. Vous voyez, donc, il peut y avoir beaucoup de problématiques qui peuvent être à la base de l'échec d'un projet. Ouais. Donc, nous venons de voir quelques-unes. Et ça revient à ce que vous avez dit, c'est ce que j'ai dit, manque de financement, mauvaise gestion, corruption, manque de compétences, mauvaise planification. Il y a quelque chose que vous avez oublié, c'est le manque de compétences. C'est que lorsque le projet est venu, ce qui doit pouvoir, le profil qu'on doit pouvoir rechercher pour pouvoir mettre en œuvre les projets, c'est pas toujours les mêmes, c'est pas toujours ça qu'on met. Et ça peut plomber un projet. Il y a aussi la mauvaise planification, comme on l'a dit, c'est que si vous avez, si vous avez, ah, ok, d'accord, je vais augmenter. Merci beaucoup. Merci de me faire le retour par rapport à la voix. Donc, si vous avez un document de projet et on vous appelle pour pouvoir faire la gestion du projet, et dans ce degré de projet, vous n'avez pas des outils comme la théorie du changement, le cadre logique, des choses qui sont simples et claires, la planification. Il y a une mauvaise planification qui est faite par rapport au projet, vous aurez des échecs. Donc, c'est ce que j'ai représenté par cet exemple. Nous avons deux projets A et B, d'un budget de 500 millions, de durée de 36 mois. Ils ont le même bailleur, ils sont dans le même pays, ils ont les mêmes consultants, mais il y a un échec. Je suis d'accord avec vous qu'il peut y avoir plusieurs causes d'échec. Mais ce soir, nous allons nous concentrer sur l'échec qui revient le plus. Comme je l'ai dit, c'est un truc que les gens ne comprennent pas, c'est le système de suivi et évaluation. Les ressources ne suffisent pas à garantir le succès d'un projet. Mais un système de suivi et évaluation, si. C'est que vous pouvez avoir de petites ressources et avec le système de suivi et évaluation, vous pouvez optimiser ces ressources-là. Donc, quand vous prenez excusez-moi, quand on prenait le système de suivi et évaluation, en fait, c'est un boucle, une boucle. Donc, le système de suivi et évaluation prend source, agit sur, je dirais, 3, 4, 5, 6, 7 éléments que nous allons voir après. C'est que ça analyse les ressources, qu'elles soient humaines et financières. Ces ressources-là qui permettent de pouvoir réaliser des actions, des activités. Et ça analyse les activités aussi, à travers la collecte des données et le traitement des données. Donc, que ce soit les ressources, que ce soit les activités, le système de suivi évaluation permet de pouvoir analyser ces deux grandes étapes-là, ces deux grands domaines-là, et de pouvoir produire des rapports. Ces rapports sont faits sous la forme de suivi, de monitoring, à travers les KPIs, qui sont comment dit-on, les indicateurs de performance. C'est en anglais, hein, KPI, là, comme vous voyez, c'est indicateurs de performance, tout ce que ça veut dire. Et ces indicateurs, le fait de pouvoir produire des données à travers ces indicateurs de performance permet de voir ce qui se passe concrètement au niveau des ressources humaines, au niveau des ressources financières, au niveau des activités qui sont menées et qui permet de pouvoir prendre des décisions. Ouais. Quand on fait un suivi de la mise en œuvre des activités et quand vous voulez mettre en œuvre des activités, il y a deux ressources que vous utilisez souvent. Il y a la ressource humaine et la ressource financière.
Le fait de pouvoir avoir une traçabilité par rapport à l'utilisation des ressources humaines et des ressources financières et qui sont combinées pour pouvoir mettre en œuvre une activité, vous avez des données à collecter là. Et quand vous avez ces genre de données, lorsque vous voulez les traiter et vous les synthétiser à travers un rapport synthétique basé sur les indicateurs de performance qui sont déjà retenus dans le document de projet, ça vous permet de voir clair, d'avoir un tableau de lecture de la situation exacte de votre projet à la date où vous êtes. Et avec cette lecture de la situation exacte de votre projet, ça vous permet de prendre des décisions, de faire des choix stratégiques. Peut-être que dans le montage du projet, vous avez fait une erreur, peut-être. Peut-être que vous êtes en retard par rapport à une activité. Peut-être que vous êtes en avance par rapport à une activité. Peut-être que vous êtes en train de utiliser, hein, comment dit-on, la notion, comment, une compétence, bien une ressource financière, une ressource humaine par rapport à une activité. Tout ça là apparaît. Et dès que tout ça apparaît, ça vous permet de pouvoir savoir, ah, là, il y a des corrections à faire. Là, il y a des décisions à prendre. Là, il faut ralentir. Non, là, il faut faire un réajustement. Mais si vous n'avez pas ce système qui vous donne les informations au jour le jour par rapport à l'utilisation des ressources humaines, des ressources que vous avez, que ce soit humaines, que ce soit financières, par rapport à la mise en œuvre des activités, le niveau de mise en œuvre des activités, vous ne pouvez pas prendre ces champs de décision. Vous serez à l'aveugle. Et le choix stratégique que vous faites, les décisions que vous faites, on n'est pas sur les résultats. Et on n'est pas tiré sur la qualité des résultats que vous devez avoir. Parce que ces résultats-là, c'est le but ultime. C'est pouvoir changer, comment dit-on, avoir des effets mesurables, hein, par rapport au projet. Et ces résultats impactent durablement la vie des communautés. Donc, vous voyez, tout ce bloc-là, les trois premiers finissent par nourrir, quand je dis trois premières ressources, activités données, finissent par nourrir le suivi, le suivi, et le suivi et l'évaluation périodique permet de pouvoir faire des choix stratégiques. Donc, sans système de suivi, les décisions arrivent souvent trop tard. Trop tard. Et c'est ce qui cause énormément de dégâts aussi dans les projets. Donc, le suivi et évaluation a un GPS pour piloter un projet. Vous voyez, quand vous avez un GPS sur votre portable, bien sûr, dans votre voiture, ça vous permet d'aller n'importe où vous voulez, sans l'aide de qui que ce soit. Vous pouvez prendre la voie de Cotonou et aller comment dit-on, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à voiture. Vous voyez, à travers les frontières, bien sûr, mais vous pouvez aller, vous saisissez la ville dans laquelle vous allez, avec les routes qu'il y a maintenant. S'il y a la route, vous pouvez y aller juste avec le GPS. Eh bien, quand le GPS indique où vous êtes, où vous voulez aller, et s'il faut corriger votre trajectoire, il vous le dit, le suivi et l'évaluation fait la même chose, il joue le même rôle pour un projet. Vous voyez. Donc, à ma gauche, vous allez voir un GPS qu'on a fait. Euh, il y a un GPS que vous voyez là. Ah, si le son n'est pas bien chez vous, ça doit être la connexion chez vous. Sinon, j'ai vérifié avec le directeur de cabinet. Chez moi, ma voix est bonne et j'ai augmenté mon volume à son maximal. Voilà. Donc, je suis au maximal du volume. Je ne sais pas s'il y a que chez Monsieur Vérance Kiga ou chez Monsieur Paty qui a ce genre de problème. Sinon, je viens d'écrire avec le directeur de cabinet, il m'a dit que ça va. Donc, veuillez revoir votre connexion, s'il vous plaît. Sinon, je suis à mon maximum. Merci. Donc, je disais que à ma gauche, vous avez un exemple de GPS et à ma droite, vous avez le GPS du projet, c'est-à-dire le tableau de bord. Donc, pour générer ce tableau de bord où vous voyez la performance par rapport aux ressources utilisées, la performance par rapport au projet à travers les indicateurs,
la préférence par rapport à la comparaison entre les indicateurs, le niveau atteint avec le niveau des indicateurs passés, vous allez voir que il y a tous les détails dont vous avez besoin au niveau de cette partie du, du, du dashboard. Mais vous ne pouvez pas venir à ce dashboard-là pour avoir des indicateurs si vous n'avez pas un bon système de suivi et évaluation. Le système de suivi va jouer exactement le même rôle comme un GPS joue pour une voiture ou bien là, pour un téléphone si nous devons voyager. Donc, nous ne devons plus voir le suivi comme une obligation administrative, mais comme un outil de décision. Si vous installez un bon système de suivi et évaluation, le suivi va nourrir à travers les collectes de données que vous faites, les bases, les différentes maquettes que vous avez mises en place. Et l'analyse de cette donnée-là de façon trimestrielle, mensuelle, trimestrielle, vous permet de pouvoir élaborer des tableaux de bord qui montrent la gestion que vous êtes en train de faire des ressources et des activités à mettre en œuvre. Donc, la première décision à mettre en place, c'est le système de suivi et évaluation. Les trois grandes questions auxquelles un système de suivi et évaluation répond, c'est les suivantes. Sommes-nous en train de faire ce qui était prévu? Ça, c'est pour faire le suivi. Lorsque nous voulons faire le suivi, nous avons déjà mis en place le système de suivi et évaluation et nous voulons faire le suivi. La première question la seule question, c'est de savoir, est-ce que ce que nous avons prévu, est-ce que c'est ce que nous sommes en train de faire? Est-ce que ce que nous avons prévu, est-ce que c'est ce que nous sommes en train de faire? Ça, c'est le suivi. Pour l'évaluation, c'est de savoir, est-ce que euh, les résultats que nous obtenons là, est-ce que c'est ce qui a été attendu? Parce que dans le document de projet, on a déjà décrit les résultats qu'on devait attendre à obtenir. Est-ce que dans la mise en œuvre du projet actuellement, est-ce que c'est ces résultats que nous sommes en train d'avoir? Très important. Vous voyez. Donc, c'est important de garder ces questions-là en tête et de se poser, de construire son système de suivi et évaluation à travers ces questions. Pour l'aide à la décision maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est la fusion du suivi et de l'évaluation qui permet de pouvoir avoir les outils pour pouvoir prendre des décisions. Donc, lorsque nous avons la réponse à la question de savoir est-ce que c'est ce qui a été prévu que nous sommes en train de faire? Est-ce que les résultats qui ont été prévus, est-ce que c'est les résultats que nous sommes en train d'obtenir? Ça nous permet de pouvoir prendre des décisions, de voir savoir si nous devons changer quelque chose ou pas. Donc, il n'y a que le système de suivi et évaluation bien nourri, bien mis en place, qui peut nous aider à pouvoir faire un pilotage du projet. Donc, le système de suivi et évaluation sert à apprendre. À apprendre pourquoi? Parce que ça nous renseigne sur le projet à travers les indicateurs, les données que nous collectons. Ça nous apprend, ça nous renseigne sur le projet, le niveau auquel nous sommes. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui nous a, quels sont les indicateurs qui ont évolué? Là où il y a baisse, est-ce que nous avons bien fait ici? Non. Ça nous permet d'apprendre sur le projet. Le système de suivi et évaluation nous permet d'ajuster. Lorsque nous avons ces informations sur le projet, ça nous permet de dire, ah, si c'est comme ça, on doit améliorer tel, comment dire, enlever tel, on doit ajouter tel, voilà. Ça permet d'améliorer le projet parce que ça permet de pouvoir changer ce qui n'est pas bon, de pouvoir aller sur ce qui est bon et de pouvoir continuer à s'améliorer. Par exemple, lorsque nous faisons des comparaisons entre les indicateurs, au deuxième trimestre, nous devons être à 8% par exemple, et nous sommes à 2%, à 6%. Là, nous avons l'information. Maintenant, ajuster, c'est quoi? Ajuster, c'est comment? C'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait qu'au lieu d'être à 8%, nous sommes à 2%? Et quand nous comprenons ça à travers l'ajustement, nous allons proposer des mesures correctives qui vont nous permettre de nous améliorer. Nous améliorer comment? Parce que quand nous allons proposer ces mesures correctives, nous allons commencer par les appliquer
Ça va, ça va quitter de poste d'ajustement pour aller dans l'amélioration. Et en continuant à pouvoir nous poser la question, comment est-ce qu'il faut améliorer, nous améliorons le taux de performance du projet. Ici, je vais un peu revenir sur ça, je vais passer un peu sur ça. C'est la définition de suivi. Je n'ai pas voulu, dans cette communication, vous mettre des définitions, non. J'ai voulu expliquer avec mes propres mots ce que vous devez comprendre de fond, pas les définitions. Les définitions, tout le monde peut les avoir sur Internet, dans les cours, dans les cahiers. Mais on peut revenir sur ça. Le suivi, c'est une observation régulière, continue des activités. Ah, vous voyez. Donc, ici, à AVP, si ce que nous avons planifié est effectivement réalisé, je l'avais dit. Je prends un exemple d'un projet d'alimentaire scolaire. Je donne toujours des exemples pour que ça soit plus digeste pour vous. Le gouvernement décide de pouvoir faire les cantines scolaires. Les cantines scolaires, euh, qu'est-ce qu'on appelle cantines scolaires? Le gouvernement a vu que, pas le fait qu'il y a une population qui n'a pas les ressources pour envoyer ses enfants à l'école, pour leur donner à manger, et il laisse ses enfants à la maison, soit garçon ou fille. Le gouvernement dit, ici, c'est comme ça, moi, je ne peux pas voir cette histoire et laisser. Je mets en place un projet de cantine scolaire où, si vous envoyez votre enfant à l'école, non seulement il a le petit déjeuner, on lui donne le petit déjeuner et le déjeuner. Donc, l'enfant reste à l'école du matin jusqu'à 17 heures, il revient à la maison. Vous voyez que c'est un soulagement pour les parents. Il n'y a pas de frais de scolarité, il n'y a pas de frais d'inscription. Les fournitures, les parents ont droit juste à acheter les fournitures aux enfants et l'État s'occupe du reste. Donc, quand vous êtes face à ce genre de projet, le suivi, si on peut parler de ce qu'on doit suivre sur ce projet, on peut dire que on peut compter chaque semaine le nombre de repas distribués aux élèves. Ça, c'est nous sommes en train de faire le suivi. Parce que c'est une observation régulière et continue d'une activité. Tu vois? Donc, on peut dire, il y a un plat, il y a deux plats, il y a 500 plats qui ont été servis dans cette semaine. Et nous commencerons par journée. Chaque jour, là, on se dit 20 plats. 5 jours, ça fait, excusez, ça fait 100 plats. Une semaine, ça fait 400 plats. Voilà. Voilà les indicateurs de suivi. Nous pouvons aussi voilà, suivre la livraison à temps des repas. Normalement, les enfants doivent pouvoir manger à la récréation à 10 heures. Il faut que les gens qui sont chargés de la livraison doivent être là à 9h30. Donc, un indicateur de suivi de ce projet peut être l'heure à laquelle les livraisons sont faites. Pour voir, ouais, à midi, les enfants doivent pouvoir manger à midi. Donc, déjà à 11h30, ils doivent être là. Donc, je mets un indicateur là pour pouvoir suivre chaque jour si les gens sont venus à l'heure. Je peux aussi mettre un système en place pour le contrôler la présence des cuisiniers. Parce qu'il n'y a pas de cuisinier, il ne peut pas avoir repas. Oui. Donc, tout ce système que je mets en place, tous ces petits indicateurs que je mets en place, c'est un indicateur de suivi sur ce projet-là, par exemple. Donc, le suivi répond à une question, est-ce que nous faisons ce que nous avons prévu? Est-ce que c'est ce que nous avons prévu là, que nous avons fait? Nous avons dit que les gens doivent livrer des repas à 9h30 chaque matin, à 11h30 pour le déjeuner. Est-ce que c'est ce qui est fait? Donc, on vient, on collecte les informations, on met le système en place, de telle manière que quand les gens viennent, ils badgent. Ils badgent, mais ils s'inscrivent de façon manuelle, ils disent l'heure et quelqu'un est là pour surveiller l'heure, pour relever ces indicateurs. Ou bien il y a quelqu'un là qui note le nom de plat servi. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle suivi, tout simplement. Quand nous venons sur évaluation, l'évaluation est différente du suivi. L'évaluation, le suivi, c'est continu. L'évaluation, c'est périodique et approfondi. Et l'évaluation a des critères d'évaluation, ce qui n'est pas le cas du suivi. Les critères d'évaluation, on peut apprécier l'évaluation à travers des critères qu'on appelle la pertinence, l'efficacité, l'efficience et l'impact du projet. C'est les critères d'évaluation. Et chaque critère a sa définition et à sa manière de pouvoir conduire. C'est pour ça que nous offrons aussi euh, une formation sur l'évaluation de projet. Nous sommes déjà à la cinquième cohorte, je crois bien, sur l'évaluation des projets. Si vous voulez, si vous êtes intéressé, le cabinet aussi a assez de formations payantes. Donc, il s'agit de voir à travers chaque critère d'évaluation, de voir si les résultats que nous avons projetés
Est-ce que c'est les résultats que sont en train d'obtenir? Donc, l'évaluation se fait à un moment précis. Souvent, on oublie, mais il y a l'évaluation est santé au début même du projet. Il y a une évaluation qu'on fait là. Il y a une évaluation à mi-parcours du projet. Il y a une évaluation à la fin du projet. Il y a une évaluation expose qui se fait 3 ans, 4 ans, 5 ans après le projet. Donc, si nous revenons dans le projet d'alimentation scolaire, une évaluation peut chercher à savoir si le programme a amélioré la fréquentation des élèves à l'école. Bon, parce que n'oublions pas, le projet n'est pas seulement, le but du projet, c'est pas de nourrir les élèves. Non, le but du projet, c'est partir d'un constat. Le constat est que les élèves il n'y a pas d'élèves dans les écoles. Ils ne viennent pas. On a cherché à savoir pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas. On voit que c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir manger le matin et à midi. Ah, si c'est comme ça, nous, pour pouvoir améliorer le taux de fréquentation des écoles, pour pouvoir améliorer les résultats scolaires et pouvoir soulager les familles, nous, on met en place un système de cantine scolaire. Donc, le but du projet, ce n'est pas de nourrir seulement les enfants. Le but du projet, c'est de nourrir les enfants dans l'espoir qu'en les nourrissant, leur nombre va augmenter dans les écoles. C'est ça la première question. Si le programme a amélioré la fréquentation des écoles. Le deuxième objectif, c'est lorsqu'ils sont dans les écoles, ils restent du matin au soir, ils puissent améliorer les résultats scolaires. Donc, premièrement, c'est pour augmenter le nombre d'élèves. Deuxièmement, c'est pour que les résultats scolaires puissent être améliorés. Et troisièmement, pour soulager économiquement les familles. Donc, l'évaluation ne vient pas au niveau des activités, en fait. L'évaluation se positionne sur les résultats pour voir si ce que nous avons dit que nous allons obtenir après la mise en œuvre des activités, est-ce que c'est ce que nous avons obtenu? La gestion axée sur les résultats, comme le nom l'indique, ne, c'est une gestion qui place les résultats au sein de la gestion de projet. Vous savez, avant, pour les projets, on on s'occupait seulement des activités. Est-ce que l'activité dit, on dit, nous avons 10 activités. Est-ce que vous avez réalisé les 10 activités? Oui, à 100%, c'est bon. Le projet est bon. Faux. Faux. La gestion assez sur le résultat dit, il ne s'agit plus de réaliser les activités, mais il s'agit de voir si les activités réalisées, la combinaison des activités réalisées a produit le résultat escompté. Donc, la gestion assise sur le résultat ne s'intéresse pas aux activités de la mise en œuvre. C'est que vous pouvez réaliser les activités d'un projet à 100% sans et avoir zéro en termes de réalisation de résultats, de changement. Donc, on se limite plus à suivre les activités. On mesure surtout ce qui a changé pour les bénéficiaires. On prend en compte le changement opéré au niveau des bénéficiaires. Je vais donner un autre exemple. Lutte contre le paludisme. Nous voulons changer le comportement des bénéficiaires dans une zone, des populations. Nous savons qu'eux ne doivent pas sous-moustiquer. Notre but, c'est qu'ils puissent dormir, commencer par dormir sous-moustiquer et ce qui va faire qu'on va réduire le cas de paludisme de moins de 40%. Activité que nous, on a menée, nous, on s'est contacté à distribuer les moustiquaires. Les exemples que je vous donne sont les exemples les projets dans lesquels j'ai travaillé. Et je peux vous dire que ce projet-là, c'est un projet fiasco. Parce on n'a pas vraiment analysé la psychologie des populations là. Donc, nous, on a distribué 10 000 moustiquaires, campagne avec radio, tout. On a dit, ah, les gens doivent tomber sous moustiquaires. Mais est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Non seulement les gens ont pris des moustiquaires, ils en ont pris. Il y a des familles qui en ont pris 14, 15. Vous voyez qu'il y a un problème là de mauvaise gestion. C'est que chaque famille on doit compter le nombre de personnes par famille. Et dans une personne, on doit dire papa, maman, un moustiquaire. Moustiquaire. Si c'est deux enfants, on leur donne un moustiquaire. Si ça va au-delà de 6, on leur donne 3 moustiquaires au plus pour les enfants. Mais étant donné qu'on a mal géré la distribution des moustiquaires et on disait que, bon,
C'est pas notre équipe qui a mis le moustiquaire à disposition. Qu'est-ce qu'on a fait? On a distribué. Mais est-ce que vous savez ce que les gens ont fait avec? Non? C'est péjoratif, mais ça soit pas, c'est pas péjoratif, mais les populations auxquelles nous, on a eu face sont les populations pêcheurs. C'est-à-dire qu'ils vont prendre du poisson, voilà. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait avec? Non seulement ils n'ont pas utilisé les moustiquaires pour dormir, ils ont utilisé des moustiquaires imprégnés. Écoutez-moi bien, les moustiquaires imprégnés pour aller pêcher. Pour aller pêcher. C'est-à-dire, je ne sais pas comment je vais le dire en français, ils font des barricages. C'est-à-dire qu'ils viennent au milieu de l'eau, par exemple, ils mettent quatre piquets et ils mettent les moustiquaires là, un peu comme des filets, attrapent poissons, et les poissons rentrent dedans, et quand ils rentrent dedans, ils ne peuvent plus sortir. C'est sûr à quoi? Imaginez un moustiquaire imprégné qu'on envoie dans le lac. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la substance chimique qui est dans la moustiquaire rentre dans l'eau. Quand ça rentre dans l'eau, ça infecte les poissons. Quand ça infecte les poissons, ces poissons-là sont pêchés et nous on mange. Vous voyez les dégâts. Tout ça là, c'est juste parce que on a voulu juste mettre l'accent sur la performance par rapport aux activités, mais pas la performance par rapport aux résultats. Parce que si on visait vraiment les résultats, on allait bien faire la distribution des moustiquaires, on allait faire un suivi de, de l'utilisation des moustiquaires, on allait plus nous appuyer sur les villages, bon, pas les villageois, les élus locaux, je ne sais pas si vous comprenez, pour pouvoir faire la sensibilisation, pour faire un suivi de réciproque, pour aller chez eux à l'improviste, pour voir la nuit, est-ce qu'ils mettent des moustiquaires et tout ça. Mais on n'a pas fait ça. Donc, c'est dangereux de pouvoir seulement voir les projets, la mise en œuvre des projets à travers la réalisation des activités. Non, il faut aller au-delà. Il faut voir l'impact, il faut voir les résultats, il faut voir le changement de comportement, il faut voir les effets. Lorsque nous parlons de capitalisation, j'ai commencé par parler de ça. C'est une notion très, très prisée actuellement que les patrons techniques financiers, si vous avez cette attestation dans votre portefeuille, c'est toujours bon. Ils mettent l'accent de plus en plus sur ça parce ils constatent eux-mêmes que ils financent à peu près les mêmes projets et les mêmes projets ont à peu près les mêmes résultats avec les mêmes échecs. Alors que la notion de capitalisation, c'est le fait de documenter, de partager les expériences et les succès et les aides d'un projet. Ce qui fait de la capitalisation, il ne juge pas. Ce qui fait de la capitalisation, il ne juge pas. Il ne dit pas que ça c'est mauvais, ça c'est bon. Il écrit ce qu'il voit. Il lit, il voit, il constate, il écrit. Que ce soit des expériences de succès, il écrit. Que ce soit des expériences d'échec, il écrit. À la fin, ça permet d'apprendre pour améliorer les projets futurs. J'ai donné l'exemple de où j'ai reçu un projet d'assainissement, installation de toilettes écologiques. Ouais. Donc, l'ONG a rédigé un guide pratique de partage de leçons apprises avec d'autres communautés. C'est intéressant, cette notion de capitalisation. L'audit, l'audit, c'est répond essentiellement à la question, est-ce que les activités ont été réalisées conformément aux règles et aux processus et aux objectifs? C'est que l'audit, quand vous pouvez pouvoir le savoir, il y a le manuel de gestion du projet. Et quand il y a des manuels de gestion comme ça, l'audit vient pour savoir si la mise en œuvre des activités, la mise en œuvre du projet a suivi ce manuel-là. C'est un peu ça. Donc, il y a différents types d'audits. Il y a l'audit financier, l'audit de conformité, l'audit de performance, l'audit interne avec un auditeur interne et l'audit externe à travers les cabinets indépendants d'audit externe. Donc, j'ai déjà répété, il y a le contrôle. Le contrôle n'est pas l'audit. Le contrôle, le rôle du contrôle, c'est que le contrôle s'assure du respect des règles. Et souvent, quand on parle de règles ici, c'est des règles techniques, de normes, et ainsi de suite. Voilà. Donc, j'ai fait un tableau récapitulatif des outils. Nous avons le suivi, l'évaluation de l'outil et le contrôle. Quand est-ce qu'il faut faire le suivi? Pendant tout le long du projet.
Quand est-ce qu'il faut faire l'évaluation? C'est à mi-parcours, au début, à mi-parcours, fin et après le projet. Quand est-ce qu'on peut faire l'audit? C'est régulièrement. Hein. Le contrôle, c'est un contrôle, le contrôle se fait ponctuellement. C'est qu'on vient, bon, on fait un contrôle, on fait. Sur quoi est-ce qu'on fait le suivi? Le suivi porte sur les activités des extrants, les produits, en fait. Par contre, l'évaluation porte sur les résultats, c'est-à-dire les effets et l'impact. Ouais. L'audit, lui, il porte sur les finances et la conformité. Est-ce que c'est ce qui est commandé qui a été fait? Un peu comme ça. Le contrôle, lui, comme je l'ai dit, met l'accent sur le respect des normes et des règlements. Ouais, j'ai donné des exemples. Donc, quand vous aurez le temps, pour ceux qui auront l'achat de pouvoir avoir le coût, c'est bon. Je l'ai déjà fait, donc j'ai donné un exemple pratique qui montre ce qu'on peut appeler suivi, ce qu'on peut, les exemples, hein, d'indicateurs de suivi, d'évaluation, d'audit. Voilà. Pourquoi est-ce que le système de suivi d'évaluation est important? J'ai déjà commencé par le dire, mais je vais revenir sur ça pour la redevabilité. Pour la prise de décision, on l'a déjà vu. On sait que sans les données, on peut pas prendre des décisions. Voilà. Mais pour la redevabilité, c'est une notion qui revient toujours. Hein. La redevabilité, c'est le fait de rendre compte, en fait. De rendre compte aux bailleurs parce qu'ils ont mis l'argent. Ils veulent savoir comment leur argent est géré. Mais si vous n'avez pas un bon système de suivi d'évaluation, vous ne pouvez pas leur montrer comment l'argent est géré. Ce n'est pas possible. Et rendre compte par rapport aux communautés. Ceux pour qui vous êtes en train de travailler, il faut que vous puissiez les impliquer dans le projet pour leur montrer comment est-ce que le projet évolue. Voilà ce à quoi nous voulons aboutir. Voilà l'étape à laquelle nous sommes. D'ici 2 mois, nous sommes à telle étape. D'ici 3 mois, nous sommes. Il faut les impliquer dans le projet. Et si vous ne pouvez pas le faire, si vous n'avez pas des indicateurs de suivi réguliers pour pouvoir les mettre au courant de l'évolution des projets, du projet. Et pour les gouvernements, eux, ce qui les intéresse, le projet évolue. Mais quel est l'impact de ce projet-là sur leur politique publique? Et ça, si vous n'avez pas les données du système de suivi, voilà, vous ne pouvez pas discuter avec le maire ou bien les élus locaux pour les convaincre. Ce n'est pas possible. Donc, le système de suivi évaluation est essentiel, oui, pour la prise de décision au sein du projet, mais c'est essentiel pour la redevabilité à l'extérieur du projet, pour que vous soyez crédible. Voilà, voilà. Donc, le système de suivi évaluation est aussi important pour améliorer, comment dit-on, corriger les erreurs, renforcer ce qui marche bien. Voilà. Et aussi pour apprendre. J'ai parlé de capitalisation. Voilà. Donc, c'est pour la redévalvabilité, la prise de décision, l'amélioration continue du projet et l'apprentissage et capitalisation. C'est un système de suivi et évaluation. Il est important de savoir si le projet réussit réellement ou pas. Je reviens sur ça. Donc, c'est très important de pouvoir. Cette partie, c'est pour montrer le rôle du système de suivi et évaluation dès le début du projet. Lors de ma formation sur euh, la gestion des projets, c'est ça, hein, communautaire, je dirais que les gens pensent que c'est lorsque on commence, débute le projet là, qu'on doit mettre le système de suivi et évaluation en place. C'est faux. Totalement faux. Totalement faux. Et ici, je vais vous le prouver en fait. Ici, vous allez voir que le système de suivi et évaluation prend naissance même à partir de l'identification du projet. Parce que le système de suivi et évaluation aide à améliorer les besoins réels de la communauté et à recueillir les données de référence. Quand je parlais de diagnostic de base, d'évaluation ex-ante, d'évaluation qu'on fait avant même de savoir que le projet va commencer ou pas, c'est-à-dire l'étude de marché, comme on le dit bien, l'étude de faisabilité. C'est le système de suivi et évaluation. Le système qu'on a défini à travers des indicateurs qui permettent de pouvoir analyser les besoins de la communauté. Donc, si vous ne définissez pas, ne mettez pas en place un procédé de renseignement des indicateurs dont vous avez besoin pour pouvoir faire le diagnostic de base, vous ne pouvez pas identifier les besoins réels de la communauté et formuler un projet sur ça. Ce n'est pas possible. Donc, le système de suivi évaluation, à cette étape d'identification du projet, fournit les indicateurs de contexte pour justifier le projet. Exemple, mesure le taux de chômage des jeunes avant de concevoir un projet d'employabilité.
Si vous voulez faire un projet d'employabilité des jeunes, mais dans le diagnostic de base, vous devez pouvoir dire quel est le taux actuel du chômage des jeunes. Et pour ça, il vous faut des indicateurs. Et pour avoir ces indicateurs, il faut un système de collecte, des sources de données, des sources de vérification. Et là, et sans que vous ayez ces genre d'indicateurs, l'indicateurs de contexte, l'indicateur qui vous permet de pouvoir justifier l'existence de votre projet, vous ne pouvez pas bouger. Et ça, déjà, c'est le système de suivi d'évaluation qui vous le permet. La phase de conception-planification, sur la phase de la conception et de planification, le système de suivi d'évaluation permet de définir la logique d'intervention. C'est le système de suivi d'évaluation qui nourrit la théorie du changement et qui nourrit le cas logique. Pourquoi? Parce que le système de suivi et évaluation permet d'aider à formuler les objectifs mesurables avec l'indicateur SMART. Lorsque vous êtes en train de faire la théorie du changement, qui vous permet de pouvoir définir les objectifs des actions à mener, le cas logique le met sous la bonne forme, mais pour pouvoir formuler les objectifs SMART. Et nous avons vu, oui, nous avons vu ça, oui, nous avons vu ça la dernière fois sur la formation gratuite que j'avais déjà faite. Elle est toujours en ligne, hein, si vous voulez aller voir la formation gratuite sur la gestion de projets communautaires, c'est toujours en ligne. Les attestations sont toujours là. Si vous êtes intéressé, vous inscrivez, vous envoie le lien, vous inscrivez, vous avez le cours et vous payez 5 500 en mutuelle pour avoir l'attestation. Bref. Donc, je revenais sur ça. J'avais dit que, en fait, il fallait faire d'abord les objectifs et me les transformer en objectifs mesurables. Quand je dis que je veux réduire le taux de paludisme dans un projet de lutte contre le paludisme de 40%, il faut d'abord que les 40% ne tombent pas du ciel. C'est des études statistiques que j'ai menées, des simulations que j'ai faites à travers les données que j'ai, qui me permettent de dire que oui, si je mets telle activité, j'atteins tel but, je peux impacter euh, le taux de paludisme de 40%. Mais si je n'ai pas ce système-là mis en place, qui me permet de pouvoir avoir les indicateurs de contexte, qui me permet de faire des projections, de faire des simulations de données, je ne peux pas dire que je peux atteindre moins de, je peux baisser le taux de paradis de moins de 40%. Ce n'est pas possible. On va vous dire, mais 40% là, vous trouvez ça tout, ça vient tout. Donc, à la phase de conception de planification, c'est c'est là même qu'on prévoit le système de collecte de données. Le plan de suivi du projet est là, à la phase de planification de conception du projet. Donc, comme exemple, j'ai dit, fixer comme indicateur 500 jeunes formés dont 60% trouvent un emploi après 6 mois. Je ne peux pas, je vais pas claquer du doigt comme ça. Donc, je dois prouver que c'est vrai, je peux former 500 personnes. Mais quand je mets dont 60% trouvent un emploi, sur quoi est-ce que je compte? Qu'est-ce qui pour ça? Sur quoi est-ce que je me base pour pouvoir dire ça en 6 mois? Vous voyez? Et c'est les données. C'est le système de données que je mets en place pour pouvoir faire des analyses statistiques, hein, et stochastiques, peut-être, on ne sait jamais, qui peut m'amener à pouvoir faire cette affirmation-là. Et nous venons à la phase 3, la mise en œuvre de l'exécution. Lorsque nous sommes venus à l'exécution, c'est là que tout le monde voit le système de suivi évaluation. On dit, ah, l'exécution. Ah, vous avez un suivi évaluateur. Ah, c'est bon, ça, suivi évaluateur de projet. Non, c'est zéro. C'est que dans la phase d'identification et la phase de conception, c'est qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà réfléchi à ce système-là, qui a déjà une base de données qui a alimenté, qui lui permet de pouvoir faire des simulations. Celui qui vient sur la phase de gestion, mais d'exécution du projet, ah, c'est juste pour suivre en temps réel les activités. Lui, il suit seulement les activités qui ont été programmées pour vérifier si elle avance sur le plan. Donc, la quantité, la qualité, le délai, le budget, c'est ce qu'il lui note. Il détecte rapidement les difficultés et propose des mesures correctives. Si seulement 100 jeunes s'inscrivent alors que 300 étaient attendus, le suivi permet d'ajuster la stratégie de communication. Ah, normalement, pour cette formation, on attendait combien de personnes? Vous êtes combien même? 44 seulement. Alors qu'on m'a dit qu'il y avait une centaine de personnes qui voulaient la formation, qui étaient intéressées par la formation. Oui. Donc, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On doit ajuster la stratégie de communication. On doit repartir voir les 60 qui restent là. Ah,
Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas venu? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous n'êtes pas intéressé par... Voilà, c'est ce que le suivi fait. C'est ce que ça fait. Donc, bon, je suis en train de voir les commentaires dans le chat. Je peux voir un nouveau commentaire. Ah oui, oui, monsieur Baptiste, c'est vrai. Il y a même des gens qui utilisent ces musées pour clôturer l'espace de jardin. Et c'est vrai. Des musées imprégnés, hein. Vous voyez ce que ça peut causer. Des jardins. Des jardins où les gens vont prendre du légumes et des fruits, on dit bio, là. Et on voit des musées imprégnés qui sont clôturés pour pouvoir empêcher les moutons de pouvoir venir, les bœufs, tout ça, là. Tu vois que on évolue. Donc, le quatrième point, c'est le suivi des résultats du monitoring. Donc, le suivi des résultats, c'est l'output. Et quand on parle de suivi des résultats, le système de suivi d'évaluation mesure les produits livrés, les outputs et les effets immédiats. Quand on parle de produits délivrés, c'est ce que vous appelez, dans le cas logique, là, pour ceux qui connaissent le cas logique, quand on parle de produits ici, c'est les résultats. Le jargon, quoi. Dans le jargon direct de cas logique, c'est les résultats. Mais quand on parle de changement des effets, c'est l'objet spécifique, quoi. C'est les effets. Donc, on fait ça comme ça. Donc, le système de suivi et évaluation compare les résultats atteints avec les objectifs fixés. Hein. Pourcentage de jeunes ayant acquis des compétences numériques après la formation, ainsi de suite. Voilà. L'évaluation intermédiaire et finale. L'évaluation et analyse d'efficacité, comme je l'ai dit, pertinence et pas durabilité. Elle détermine ce qui a fonctionné, ce qui doit être amélioré. Exemple, mesure la part des jeunes formés qui ont créé ou trouvé un emploi après un an. La capitalisation, euh, le système de suivi et évaluation, ici, documente les leçons apprises et les bonnes pratiques. Ces résultats servent à améliorer les futurs projets ou bien des politiques. Elles ont capitalisé que les formations pratiques en alternance donnent de meilleurs résultats que les cours magistraux. Donc voilà, j'ai fait un schéma qui vous montre le rôle du système de suivi et évaluation dans le cycle de projet, le cycle de vie du projet. Vous allez voir que à la phase d'identification, qui est la phase un peu à votre droite, en vert, ça analyse les besoins. Le système de simulation permet d'analyser les besoins et de produire les données de référence du projet. Ouais. Dans la phase de conception, ça permet de définir des indicateurs SMART et de pouvoir former des objectifs SMART au niveau de 4G. Dans la mise en œuvre, ça fait le suivi et l'exécution et permet l'ajustement. Dans le suivi des résultats, ça mesure les produits. Est-ce que nous avons dit, nous avons fait 10 puits, est-ce que c'est des 10 puits qui sont venus? Nous avons dit que les gens allaient commencer par utiliser ces puits. Est-ce qu'une autre personne projetée pour utiliser ces puits, est-ce que c'est ça qui sont en train d'utiliser? Ça, c'est le suivi. Le système de suivi d'évaluation qui permet à la fin de suivi des résultats de pouvoir nous donner ces renseignements. Il y a à la fin de l'évaluation. Donc, ce système de suivi d'évaluation à travers les données qui permet de pouvoir évaluer l'efficacité des résultats, l'impact des résultats, la durabilité des résultats. Dans ce sens, ce système, vous ne pouvez pas faire de l'évaluation. Et pour la phase de capitalisation, ce qui est documenté, les rapports que nous avons faits, ce qui est partagé, tout cela est documenté à travers la phase de capitalisation. Donc, le système de suivi n'est pas une étape isolée, mais une fonction transversale qui accompagne tout le cycle du projet. Il assure la redevabilité, améliore la gestion et renforce l'apprentissage institutionnel. Trois niveaux de pilotage d'un projet. Nous avons le niveau stratégique. Le projet crée-t-il un changement durable? Et ça, c'est le plus haut niveau. Là, nous parlons de l'impact de l'objet global. Euh, le niveau tactique, c'est sommes-nous en bonne voie? C'est les effets. Hein, les effets, mesure des effets. Et le niveau opérationnel, c'est les activités hein, prévues sont-elles réalisées. Voilà. Donc, ces trois niveaux de pilotage, c'est le suivi et évaluation qui nourrit ces trois niveaux de pilotage à travers les indicateurs, à travers les indicateurs de performance, à travers les tableaux de bord et à travers les rapports trimestriels publics.
nous produisons. Cette erreur qui explique l'échec de nombreux systèmes de suivi d'évaluation, première erreur, c'est collecter des données sans objectif. Comme je vous l'ai dit, si vous ne maîtrisez pas le projet, vous allez mettre en place un système de suivi d'évaluation bidon. Parce que, et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir que dans certains systèmes de suivi d'évaluation, il y a tellement d'indicateurs. Et à la fin, on a, si vous voyez les indicateurs que les gens formulent, vous voyez qu'il n'y a que deux ou trois qui sont vraiment pertinents, qui peuvent renseigner vraiment sur le projet. Donc, se coller toujours à l'objectif pour pouvoir formuler un indicateur. Et de là, lorsque nous avons l'indicateur, nous pouvons faire associer un système de collecte de données. Je l'ai déjà dit, sur trop d'indicateurs. C'est pas. Les gens pensent que quand j'ai un tableur avec 18 indicateurs, c'est déjà, je suis un meilleur. Non, ça veut dire. Je peux avoir un indicateur qui renseigne plus sur un projet que 18. Donc, tout est dans l'objectif que je veux et ce que je veux faire avec cet indicateur. Donc, l'autre erreur, c'est confondre activité et résultat. Ce n'est pas la même chose. L'activité, c'est ce qui est fait. L'ensemble des activités produisent euh, le résultat. Voilà, tout simplement. C'est un produit. Produit des rapports jamais utilisés, c'est ça. C'est que, on dit, vous devez produire un rapport urgemment, trimestriellement, tu produis. À peine les gens ne lisent pas. Après, on se pose la question. Mais nous avons un spécialiste suivi évaluation, hein? Hein? Oui, mais le gars, il a fait son travail. Mais chaque fois qu'il le fait, il vous le présente. Soit vous n'êtes pas disponible pour pouvoir suivre ces présentations, soit vous ne lisez pas ces rapports. Il va faire quoi? Il va vous taper. Ah, il a fait son travail. Collecter des données de mauvaise qualité, ça, c'est notre spécialité, hein, suivi évaluateur. Pourquoi pas? Pas parce que on aime faire ça, parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a même pas assez de moyens à disposition. Donc, des fois, on est obligé de traficoter. Bon, traficoter. On est obligé de faire avec les moyens du bord. Voilà, c'est bien dit. Parce que les gens ne connaissent pas l'importance de pouvoir faire une bonne collecte, pouvoir faire une bonne enquête et de pouvoir prendre du temps pour pouvoir traiter les données et les présenter, les analyser, les disséminer. Ça pas. Mesurer trop tard, oui, c'est ça. Quand tu n'as pas les moyens à temps et que ça appelle plusieurs relances que pour produire le rapport de base, c'est en juin qu'on te donne les moyens pour aller faire le rapport de base. C'est normal que quand tu as produit le rapport, eh ben, ça soit peu utilisable, puisqu'on n'est plus au niveau de masse, on est au niveau de juin. Ne pas utiliser les données pour décider, ça, c'est le spécialiste, c'est la spécialité des coordonnateurs de projet. Surtout que, surtout quand ils connaissent un peu, bon, voilà. Bref, chacun, voilà. Donc, j'ai mis un cas pratique pour finir. Ah, je suis en train de faire 1 heure, hein. Waouh, waouh. Ah. Donc, j'ai mis un cas pratique. Je vous nomme comme responsable suivi et évaluation. Votre première mission commence aujourd'hui. Vous venez d'être recruté comme responsable suivi et évaluation d'un projet. Le projet, c'est Projet. C'est la formation des jeunes. Nous voulons former 1000 jeunes au métier du numérique dans 5 communes en 24 mois. C'est possible. Ah, donc, euh, budget 1 milliard de partenaires financiers Bayer International. Voilà. On dit, 3 mois plus tard, le directeur général vous convoque. Il vous pose 5 questions. Où en sommes-nous? Sommes-nous en retard? Les femmes participent-elles suffisamment? Les dépenses sont-elles conformes? Le projet aura-t-il réellement un impact? Alors, en tant que responsable suivi évaluation du projet, pour vous répondre immédiatement. Est-ce que vous pouvez? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? 5 questions, 3 mois plus tard. Hein? On dit non. Ah, monsieur Jamak, merci beaucoup. C'est un plaisir. Si la formation vous dit que la formation vous édifie. Merci, hein. Merci beaucoup pour l'intérêt. Non, non, les gens ont répondu, monsieur Raoult Chaka, non. Bati, oui. Ah, oui, monsieur Bati. Ah oui, dites-nous, comment est-ce que vous pouvez faire ça? Monsieur Takwa dit non.
Monsieur Colani, non, non. Monsieur Florian aussi, non. Hein? On vous a donné 1 milliard. Il reste pas suivi une relation. De former les jeunes. Bon, on va pas prendre plus de temps. Évidemment, personne ne peut donner la réponse, hein. Si vous n'avez pas un bon système de suivi et évaluation, vous ne pouvez pas donner la réponse. Ce n'est pas possible. Si vous n'avez pas mis en place un système qui doit prendre en compte les questions que le directeur général vous a posées là, hein, vous ne pouvez pas. Parce que ce n'est pas maintenant que vous irez sur le terrain dire, bon, où en sommes-nous? Bon, le projet, j'ai même calculé les taux, les indicateurs à T0. Parce que je dois calculer les indicateurs à T0 du projet pour pouvoir comparer cela dans l'évolution. Tu n'as même pas fait ça. Et quand tu vas vouloir faire le système de suivi et d'évaluation, dès que tu viens dans le projet, en voulant installer ton système de suivi et d'évaluation, c'est ça. À M. Bati dit, je me dis qu'on devait donner les réponses en fonction des activités menées pendant 3 mois. Oui, oui, je suis d'accord. Mais la première question est de savoir, est-ce que toi, en tant que responsable de suivi et d'évaluation, est-ce que tu as la pleine d'esprit de mettre en place un système de suivi et d'évaluation, un système de collecte, d'abord à partir du terme zéro. Tu n'es pas là dans la conception, dans l'identification du projet, mais dès que tu viens, tu vois le document du projet, la première chose que tu dois faire, c'est de pouvoir voir qu'est-ce que, quels sont les indicateurs sur lesquels le projet doit être jugé, qu'on appelle indicateurs de performance. À travers le cadre logique, tu as ces indicateurs. Et c'est ces indicateurs que tu lances d'abord une évaluation, pas une évaluation, une collecte de données pour voir quel est le niveau de ces indicateurs dès le début du projet. Ça, c'est ton premier travail. Et c'est là, normalement, dans les bons documents de projet, vous devez voir qu'on vous a déjà proposé un système de collecte. Dans les bons documents de projet. Si le document de projet vous propose déjà un système de collecte, c'est bon. Vous utilisez ça pour pouvoir faire les premiers rapports. Pour dire, à temps zéro, nous partons d'ici et l'indicateur nous dit que le document de projet nous dit que nous devons être à tête dans les 3 prochains mois. Mais si tu n'as pas la présence d'esprit de faire ce calcul-là, des indicateurs à temps zéro d'abord, même si tu as les données de mars, mais de juin, tu veux comparer ça par rapport à quoi? Comment tu veux voir l'évolution du projet? Tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas dire si nous sommes en retard ou pas. Parce qu'il faut comparer. Si on est en retard, c'est par rapport à quelque chose. Si nous sommes en avance, c'est par rapport à quelque chose. Ouais. Maintenant, la troisième question, est-ce que les femmes participent? C'est l'étude d'inscription. Les études d'inscription, c'est le cas d'inscription, mais le système que vous avez mis pour les inscriptions, qui va te permettre de voir si les femmes sont inscrites. Mais si elles sont inscrites, est-ce qu'elles participent? Parce qu'une chose est de s'inscrire, mais l'autre chose, à la fin, on ne peut pas voir le nombre de femmes inscrites. On peut voir le nombre de femmes dont on aurait changé la vie, qui auraient reçu la formation et qui se seraient auto-employées ou auraient trouvé le travail. Et cette information, tu dois pouvoir la voir. Comment est-ce que tu le mets en place, ce système, pour pouvoir capitaliser, pour pouvoir capter l'information par rapport aux femmes? C'est toi qui dois réfléchir à ce système de collecte. Ou bien, formuler un indicateur par rapport à ça. Ouais. Les dépenses par rapport aux dépenses. C'est toi qui dois mettre les outils, hein, à la disposition du TAF, du projet. TAF, voilà les activités, voilà les tâches. Voilà le cadre de remplissage. Si vous faites une activité, le montant, vous mettez le montant, la dotation est là. Vous mettez le montant engagé, le montant utilisé, et automatiquement, ça vous calcule le TEF, le TEF des taux d'exécution financiers. Et dès que chaque mois, le DAF finit, toi, tu récupères ta maquette, tu alimentes ça dans ton système de suivi et évaluation, et ainsi de suite. Donc, quand on va te dire quelles sont les dépenses par rapport au projet, tu le dis. Maintenant, la conformité des dépenses, ce n'est pas à toi. Tu dis ce qui a été dépensé, mais par rapport à la conformité, il faut qu'il y ait un audit, et tu mentionnes dans le rapport qu'il y a un audit ou bien un contrôle pour voir la conformité. Par rapport à l'impact du projet, vous ne pouvez pas le voir après 3 mois. Puisque un projet veut 24 mois.
Vous ne pouvez pas dire que le changement de comportement, la formation et l'entrepreneuriat, vous pouvez le voir après 3 mois de projet, ce n'est pas possible. Donc, le responsable suivi et évaluation, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui doit savoir ce qu'il doit faire. On ne vient pas là pour apprendre, en fait. C'est que quand tu viens là, tu dois savoir. Parce que si tu viens là pour apprendre, il y a des données qui t'échappent déjà. Et ces données, tu dois les rattraper. Tu ne peux pas. Des fois, on fait des, comment on appelle ça? Il y a une méthode qu'on utilise de triangularisation pour pouvoir venir calculer les données à T0, mais c'est ya tard, ça. C'est ya tard. Donc, voilà. Donc, nous aurons à apprendre à toutes ces choses-là dans la formation payante. Si vous êtes chaud, hein, nous allons vous montrer les outils qu'on met dès le début d'un projet. D'abord, comment est-ce que on utilise le système de suivi et évaluation pour l'identification, pour la phase de planification. Dès le début du projet, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les tableaux qu'il faut remplir? Quels sont les outils qu'il faut mettre en place? Comment est-ce qu'on élabore un plan de collecte, un plan de suivi, un système, tout ça, vous aurez ça. Voilà. Il y a quoi encore que j'ai partagé avec vous? Voilà. Donc, je suis déjà passé par ça. Ouais, vous avez beaucoup de choses. Vous avez la planification, la stratégie, les finances, l'analyse, les résultats, l'enquête, les indicateurs, les communes, les rapports. Vous avez tout ça. Mais les informations sont dispersées. Cher responsable de suivi et évaluation. Parce que les informations sont là, hein. Mais parce que tu n'as pas mis en place un bon système pour pouvoir les ajuster, c'est que classer les choses dans l'ordre, tel que le puzzle que vous voyez là. Ouais, la femme et l'homme, ils ont tout, hein. Mais il doit pouvoir agencer tout ça pour que ça donne les réponses. Hein. Le problème n'est pas le manque de données. Le problème est l'absence d'un système. Le projet ne manque pas, ne manque presque jamais de données. Il manque surtout d'organisation. Et l'organisation, c'est vous qui le mettez en place. Dès que vous mettez en place, faites tes fiches. Tu mets, tu installes ton système de collecte. Mon frère, chaque 3 mois, tu vas sur le terrain, tu collectes tes demandes. Tu viens, tu fais ton rapport. Tu es à l'aise. Tu vois. Donc, c'est pour vous montrer que les données, les projets produisent beaucoup, beaucoup de données. Mais si nous voulons montrer l'impact, l'évolution d'un projet, le, comment dire, voilà, le changement que le projet a sur les bénéficiaires, il faut pouvoir ordonner toutes ces données-là, pouvoir les ranger à travers un système cohérent qui, à tout moment, peut renseigner sur l'évolution du projet. C'est ça. C'est à travers les outils du système de suivi. Voilà. Donc voilà, le véritable rôle du système, euh, véritable rôle du suivi évaluation, euh, je l'ai schématisé à travers euh, un schéma que j'ai fait ça avec Claude. Je ne sais pas si vous connaissez l'IA, Claude. Nous faisons aussi des formations en IA. J'ai souhaité concevoir un cours sur comment on peut utiliser l'IA pour la gestion des projets, surtout pour les suivi évaluation. Donc, je ne l'ai pas encore fait, c'est pour ça qu'on n'a pas encore mis ça sur le marché. Ça va me prendre au moins 1 mois, 2 mois. Mais dès que ça sera lancé, vous allez voir, je ne suis pas déçu. Donc, cette image, je l'ai conçue à travers Claude Léa. Donc, les données ne changent pas le monde, hein, c'est les décisions. Donc, vous voyez, ici, je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Ici, vous avez le flux de données. Vous avez les données, des données brutes que vous avez, qui sont non structurées. Vous avez des fiches de part et d'autre, ressources humaines, financiers, comment dit-on, terrain, vous avez tout ça. Maintenant, vous devez organiser toutes ces informations-là que vous avez avec les données. Les données doivent devenir des informations. Et comment est-ce que les données deviennent des informations? C'est en pouvant les organiser. Vous les organisez à travers des, 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 des fiches, des tableurs, hein, des tableurs Excel, des bases de données Excel, voilà. À partir de là, dès que ça devient des informations, ça vous permet de pouvoir faire des analyses. Vous traitez ces informations, vous les interprétez, vous faites de la recherche par rapport à ça,
à travers des outils statistiques, de l'analyse des données, et qui vous permettent de pouvoir prendre des décisions ici, des décisions ici. Qui vous permettent de pouvoir avoir l'option A, l'option B, l'option C, l'option D, et pouvoir faire des choix éclairés basés sur les analyses et les objectifs. Ouais. Et ces décisions vous permettent pour pouvoir donner des ordres, pouvoir donner des ordres, des orientations et de pouvoir agir, de faire de l'action, d'agir. Et l'action que vous menez donne des résultats. Et ces résultats-là ont des effets mesurables, qui sont des objectifs spécifiques, immédiats, des effets mesurables, et donnent des impacts, ou donnent des impacts qui est le changement durable et significatif à long terme. Voilà. Donc, vous voyez, ouais, comment est-ce qu'on peut passer des données à l'impact, le processus de transformation, hein, des données à l'impact. Ouais. Donc, il ne s'agit pas de dire que juste dans un projet, on a beaucoup de données. Non. Il faut d'abord, le premier point, c'est de passer des données à l'information. De passer de l'information à l'analyse. De passer de l'analyse à la prise de décision. Et de prise de décision aux actions, à faire des ajustements, à faire des réajustements, à savoir là où nous sommes en retard, tout ça là. Si nous sommes en retard, qu'est-ce que nous pouvons faire pour rattraper? Ça, c'est la prise de décision. Et dès que nous prenons la décision, nous donnons l'ordre, on agit. Et quand on agit, on corrige. Et quand on corrige, ça produit des résultats. Et quand ça produit des résultats, les indicateurs s'améliorent. Quand les indicateurs s'améliorent, ça a des impacts sur les bénéficiaires. Les bénéficiaires aussi changent de comportement. Et en changeant de comportement, ces comportements durent dans le temps, on pas d'impact. Voilà, c'est cadeau. Cadeau, cadeau. Ça, par exemple, euh, vous n'avez pas voir ça dans les formations que les gens font. Ce genre de tableau-là. Je ne sais pas, vous ne pouvez pas le voir. C'est uniquement chez moi. Que faut-il suivre dans ce projet, par exemple? Le projet hein, n'oubliez pas, le projet ici, ce projet. Pro jeunes, former 1000 jeunes au métier numérique, 5 communes en 24 mois, 1 milliard de francs CFA. Nous pouvons suivre le nombre de jeunes inscrits. Oui, nous pouvons suivre le budget. Et ça, c'est au niveau des activités. N'oubliez pas, hein, j'avais parlé de 3 niveaux, voilà, 3 niveaux de pilotage. Vous voyez qu'il y a le niveau opérationnel qui est le suivi des activités. Il y a le niveau tactique qui est le suivi des résultats, l'effet des résultats. Et le niveau stratégique qui est le changement durable, qui est l'impact. Donc, les indicateurs aussi, le suivi s'adosse à ces 3 niveaux de pilotage. Donc ici, le nombre de formations, ça peut être des résultats, c'est ce que nous appelons les produits, les résultats en termes. Le nombre d'abandon, la satisfaction, ça commence par être les effets, le changement. Est-ce que les gens, après la formation, ils ont été satisfaits? S'ils ont été satisfaits, ça veut dire qu'ils croient en ce que vous l'avez donné comme enseignement et ils ont commencé par mettre ça en œuvre. Ça, c'est le changement. Mais est-ce que ce changement-là va perdurer? Si ça perdure, comment est-ce qu'on le voit? Par les sessions professionnelles. Il y a des chances, avec la formation-là, ils sont tellement contents, ils ont trouvé du travail, ils sont mis à l'œuvre, ils ont trouvé du travail. Il y a des gens qui sont mis à leur propre compte. Ça, c'est l'insertion professionnelle. Et ça, c'est l'impact. Ouais. Donc, vous pouvez pas parler de ça là, sans ces indicateurs-là. Et ces indicateurs-là, c'est les chiffres. Mais pour avoir ces chiffres, il faut qu'il y ait une source de données. Il y a un système qui collecte ces données et les analyse, les traite. Voilà. Donc, j'ai fait un autre schéma. Comment travaillent aujourd'hui les meilleurs projets? Avant, c'était questionnaire. Parce qu'il y a encore des gens qui font question papier. Mais bon, ça va leur affaires. Donc, vous allez voir, avant, c'était les papiers. Maintenant, il n'y a plus de papier. Maintenant, c'est Cobotos Boss. Je passe par là pour vous dire qu'il faut des formations sur les outils de collecte. Il y a OTK, il y a Cobotos Boss. Si vous voulez, on peut faire Sphinx. On peut faire aussi Epidata et d'autres choses. Donc, nous avons des pédagogies de formation, nous autres.
Mais ce que les gens demandent le plus, c'est Cobotos Boss, Power BI, Stata. Bon, pas Stata, ils ne demandent pas Stata. Ils demandent SL, Cobotos Boss, euh, Power BI, Power Query et, et des fois SPSS. Bon. Actuellement, nous sommes en train de faire une formation depuis 3 semaines. Cette semaine, c'est à 3 semaines sur SL, euh, Cobotos Boss, SPSS, non, Power, Power BI et SPSS. Voilà. Donc, nous en avons pour 2 mois. Nous sommes sur ça à 3 semaines. Samedi, je vais finir la formation sur SL parce qu'on a un peu 3 semaines pour amener les gens du niveau débutant au niveau intermédiaire, maquette de saisie, tout ça, là. Bref, les feuilles de saisie. Bon, voilà, si vous êtes intéressé. Oui. Donc, nous passons au Cobotos Boss pour essayer des données sécurisées à digitaliser, c'est ce qu'on appelle digitaliser. Après, nous avons le nettoyage dans SL ou soit dans Power Query. Et nous avons les visualisations à travers le tableau de bord. Soit vous pouvez utiliser euh, Power BI ou simplement Excel aussi fait de jolis tableaux. Il ne faut pas que les gens, comme vous dites, Excel aussi fait de très jolis tableaux, très jolis schémas. Mais il faut reconnaître que Power BI, c'est dingue. C'est dingue comme outil qui vous permet d'avoir des tableaux de bord instantanés, créatifs, clairs. Voilà. Donc, ça vous permet, à travers ces tableaux de bord, de taper de décisions réelles. Voilà, je vais finir. Voilà un peu ce qu'on vous propose. Hein. Vous voyez, à travers ce tableau de bord de performance nationale modernisée, vous avez le score des décisions, vous avez le temps de réponse moyen, vous avez le temps de occurrence des données. Vous avez, bon, moi je suis béninois, j'ai pris la carte Bénin. Donc, tous ces schémas que vous voyez, je les ai conçus à travers des outils d'IA. Donc, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Bon, bref. Et comme je le dis, il faut vous faire former, tout simplement. Donc, ça vous permet de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir savoir ici, par exemple, que la collecte du mérite a été faite 90% des sites. On a fini la collecte du mérite ici. Hein, et que, il n'y a plus de collecte à papier. Et, voilà. Sur les décisions, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, bref. Quand vous aurez le cours, vous allez voir tout ça. Aujourd'hui, vous avez découvert pourquoi les projets échouent. Le véritable rôle du suivi et évaluation des différentes en suivi et contrôle, audit et évaluation, les 3 niveaux de pilotage, pourquoi les données seules ne servent à rien, comment les projets modernes utilisent les outils numériques. Demain, nous allons construire ensemble un véritable système de suivi et évaluation. Ce n'est pas totalement vrai. C'est pas totalement vrai, mais nous allons voir comment est-ce qu'on peut choisir les bons indicateurs, pourquoi certains indicateurs sont inutiles, comment est-ce qu'on peut construire un cadre logique. Voilà, simple. Comment est-ce que les données sont collectées aujourd'hui avec Cobotos Board? Bon, je vais vous montrer quelques démonstrations de Cobotos Board pour vous donner l'appétit. J'ai été long. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment de m'avoir suivi pendant 1 heure 20. J'ai été long, mais excusez-moi, je suis professeur, donc je suis enseignant. On prend la parole. OK. Vous pouvez prendre la parole et poser vos questions. Euh, Oui, on gagne des formations sur voilà, c'est encore partie. Donner les réponses en fonction des activités menées pendant 3 mois. Oui, oui, c'est ça, mais si vous ne... Ah, François, il a compris, M. Boitier a compris. Donc, il y a une autre formation à part celle-ci. Oui, ce que j'expliquais, c'est que nous avons, moi, pour moi, il y a des formations gratuites que je fais. Je fais des formations gratuites. Chaque mois, vous aurez droit à au moins une formation gratuite. Si vous êtes abonné à TBL Consulting, vous devez pouvoir le savoir. Après ces formations gratuites, nous organisons des formations payantes. Et ces formations payantes, c'est pour aller plus loin par rapport aux formations gratuites. Parce qu'il faut reconnaître, ce n'est pas en 6 heures, on peut former les gens en suivi et évaluation. Mais nous donnons le minimum pour que les gens puissent avoir l'information.
pouvoir commencer comment dit-on, l'apprentissage. Maintenant, s'il veut poursuivre, il veut l'avoir, aller au fond, bien maîtriser les notions, les contours, les visites de nos expériences avec les supports de cours, avec les outils qui sont déjà prêts à être utilisés, il s'inscrire à la formation payante. Et la formation payante pour la gestion des projets, c'est 1 mois et demi, pour l'évaluation, c'est 1 mois et demi, et ainsi de suite. Actuellement, nous sommes dans une cohorte où nous formons les gens sur l'utilisation des outils statistiques, c'est-à-dire SF. Allô, formateur. Oui, La voix est partie complètement, hein. c'est normal. C'est 1 heure 20 de coaching. Non, j'expliquais juste, je répondais au chat, quoi, par rapport aux formations. Il y a quelqu'un qui demande si on a une autre formation à part celle-ci. Et je lui disais qu'il y a 2 types de formations que nous faisons. Chaque mois, nous faisons une formation gratuite sur des conseils de suivi, évaluation, gestion, projet, ainsi de suite. Et à partir de ces formations gratuites, si les gens veulent poursuivre la formation avec les formations payantes, c'est aller au plus profond de la formation gratuite. Nous faisons des formations payantes aussi. Et c'est pourquoi je disais que actuellement, nous sommes en train de former les gens en 3 à 4 outils qui sont SL, Kobotos, Power BI et SPSS. Et ça a commencé il y a 3 semaines. Donc, voilà. Donc, le samedi, je vais finir avec la partie SL et nous allons enchaîner avec Kobotos Boss pour ceux qui sont dans la cohorte. Maintenant, si vous êtes intéressé, il y aura une autre vague, je crois, courant août, août et vous pouvez vous inscrire. Voilà. Donc, je finis avec les gens qui ont posé des questions dans le chat et je prends la main. Ils sont en 5 minutes. Attendez d'abord. Euh, là, au moins, vous organisez également des formations. Oui, les outils d'analyse et de traitement, oui, on le fait. Il y a des formations par rapport à ça. Ça, le directeur de cabinet peut revenir sur ça. Ah, je suis formidable. Merci, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Sincèrement, merci pour la présentation. Merci pour tout. Merci pour le partage des connaissances. Oh, super. C'est bon à prendre. OK, monsieur, je ne sais pas si c'est monsieur, mais c'est madame. Infinis, allez-y, posez votre question. Oui, alors, bonsoir et merci beaucoup pour la formation. Et vraiment, moi, j'ai pris vraiment goût par rapport aux notions de suivi et évaluation de gens qui sont partagées avec nous. Mais par rapport à la formation pour approfondir, en dehors de ces formations gratuites, je voudrais voir les coûts, c'est à combien à peu près et comment ça se fait. C'est toujours en ligne ou bien c'est en présentiel? Merci. OK, merci beaucoup. Cette question, c'est pour le directeur. Directeur, allez-y. Moi, je suis que formateur. Oui, bonsoir, chers participants, bonsoir à tous. Euh, je suis Olivier Sadoko, je suis le directeur du cabinet TBL Texal. Merci pour la question, elle est très, très importante. Nous sommes là pour les 3 jours, nous allons partager avec le formateur, hein, poser toutes les questions possibles. C'est pas facile de le trouver comme ça. Donc, à chaque fois, quand on organise cette formation, nous demandons aux participants de nous poser toutes les questions possibles. En ce qui concerne les formations payantes, si vous êtes au Bénin, vous pouvez suivre la formation en présentiel. Mais si vous n'êtes pas au Bénin, là, vous allez suivre en ligne. Donc, sachez que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est le même formateur et il donne le meilleur de lui-même. Vous aurez toutes les informations dans les groupes, parce que nous avons au moins 2 groupes. Vous aurez toutes les informations liées au module, le paiement et tout. Donc, ne vous inquiétez pas. Concentrons-nous pour les 3 jours de cette formation gratuite. Le reste, vous aurez dans le groupe. Merci beaucoup. Monsieur Freddy, levez la main, allez-y. D'accord, merci beaucoup au formateur
et au directeur pour cette initiative. Moi, j'ai une question et je donne un exemple. Si et le bailleur, euh, bon, je veux dire le promoteur d'un projet qui veut mettre un projet en place, et je prends exemple, peut-être qu'il veut euh, mettre en place dans une formation sanitaire et les soins gratuits aux enfants de moins de 5 ans, de bénéficier les soins gratuitement. Et je voulais savoir, en tant que, il te recrute en tant que responsable suivi évaluateur. Est-ce que c'est à toi de proposer les indicateurs à suivre ou bien c'est au responsable du projet de te proposer les indicateurs que tu dois suivre? Merci. Ok, ok. Monsieur Gassi demande comment être abonné à votre chaîne et être au courant de vos produits de formation. Bon, Monsieur Feti, je vais répondre à votre question. Monsieur Gatti, directeur cabinet vient de le dire, il y a un forum dans lequel vous pouvez le contacter directement. Donc, il pourra vous répondre. Monsieur le directeur, il y a un chat. Dans le chat, lisez le chat. Vous avez des questions qui vous attendent. Bon, Monsieur Fedi, vous avez raison. Mais, comme je le dis souvent, on ne peut pas parler de gestion de projet sans document de projet. C'est l'erreur qu'on commence. Si le bailleur veut mettre en place hein, des soins gratuits pour les enfants, mais ça rentre dans un projet. Maintenant, si ça ne rentre même pas dans un projet, il doit avoir au moins un document qui retrace l'objectif, les résultats attendus et le moyen de mesurer l'atteinte des résultats. Il doit avoir au moins un document comme ça. Maintenant, s'il n'y a rien de ce document-là, qu'est-ce que vous faites? C'est vous, spécialiste. Parce que c'est vous, spécialiste d'indicateurs. C'est vous qui devez suivre, c'est vous qui devez creuser vos ménages pour savoir quels sont les indicateurs que je peux formuler, objectivement vérifiable, c'est-à-dire SMART, que je peux formuler sur cette activité-là, qui puisse rendre compte de l'évolution, comment dit-on, de cette activité, par exemple. Par exemple, vous pouvez dire, comme indicateur qui me vient, le nombre d'enfants pris en charge gratuitement. C'est un indicateur. Et quand on dit le nombre d'enfants, il faut aller par 16. Vous devez genrer. Ah, il y a même une formation sur le genre, genre et sur gestion de projet communautaire. Combien, monsieur le directeur? Ah, bon, c'est beaucoup de formation. Oui, Donc, oui, il y a une formation qui commence déjà le ok, 18, ok. la gestion de projets communautaires et comment impliquer le champ dans la gestion de projets communautaires. Merci beaucoup. Ok, donc si vous êtes intéressé, bon, prenez contact avec le directeur cabinet. Nous allons commencer le 18 mai, oui, le 18 juillet 2025. Voilà. Bref, donc, pour cette activité, par exemple, vous pouvez prendre comme indicateur le nombre d'enfants et, comment dire, par cesse pris en charge, par exemple. Ou bien vous pouvez faire le nom de, comment dire, pas le nom, comment je vais dire que, le, le- le- le taux de ressources utilisé pour la prise en charge des enfants. Quand on parle de taux de ressources, je parle de financier. Par exemple, le promoteur, bien, le bailleur a, disons, 100 millions et il doit le faire pendant 1 an ou bien 2 ans. Donc, vous devez être capable de dire, nous avons pris en compte 14 enfants, dont 4 garçons, et sur les 100 millions que vous avez déposés, nous avons utilisé 20 millions pour les 14 enfants. Donc ça, si lui n'a pas les documents et projets pour faire ça, vous devez pouvoir concevoir cela et proposer cela. C'est pas le directeur de l'hôpital, mais le directeur du projet. Et ton patron, lui, il peut contribuer. Tu peux lui faire des propositions d'indicateurs, de suivi. Mais lui, tu vas lui proposer cela
Et sur lui, mais il a une réflexion, il a des indicateurs à ajouter, il ajoute. Mais ce n'est pas à lui de faire le travail, c'est ton travail à toi. Hein. C'est ton travail à toi. Donc, je reprends, c'est qu'il doit avoir un document. S'il n'y a pas un document de projet, parce que le document de projet doit contenir les indicateurs de performance. Ça, c'est sûr. Sinon, c'est un document de projet à refaire d'abord, avant même de commencer le projet. S'il n'y a pas un document de projet, il doit avoir un document qui retrace au moins ce qu'on doit faire, ce qui est attendu. Et ce n'est pas rapport au résultat attendu. Mais toi, tu vois les indicateurs que tu peux formuler sur ces résultats attendus-là pour pouvoir rendre compte à la fin de ces résultats. S'il n'y a rien de tout ça, eh bien, tu as l'expérience. Tu es un grand garçon. Donc, tu vois ce qui doit être fait, tu analyses, hmm, tu, tu élabores des indicateurs qui puissent rendre compte de la mise en œuvre de cette activité. Mais, comme je l'ai dit, il faut prendre le soin de toujours calculer l'indicateur de base, c'est-à-dire avant même que l'activité ne commence là, quel est l'indicateur à temps zéro, T0, toujours. Parce que c'est avec ça que tu vas comparer l'évolution. Donc, à partir de là, si tu arrives à calculer l'indicateur à T0, chaque mois, mais chaque 3 mois, tu fais le suivi. Combien d'enfants on a pris en charge, combien de filles, combien de garçons, quelles sont les ressources dépensées, si tu veux, combien d'effectifs, c'est-à-dire de médecins qu'on a affectés aux enfants traités. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut trouver. Voilà. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui a levé la main. Outil de base qu'un suivi-évaluateur doit maîtriser. Ah, ça, ça c'est intéressant comme question. Hein. J'ai jamais pensé. D'abord, tu dois maîtriser tout ce qui est gestion de projet. Si tu es gestionnaire de projet, c'est bon. Si tu as déjà un parchemin sur la gestion de projet bien maîtrisé, je n'ai pas dit à s'asseoir pour prendre le parchemin. Première chose. Deuxième chose, si tu es suivi évaluateur, tu dois être quelqu'un qui aime les chiffres. C'est-à-dire tu dois avoir un profil, soit de planificateur, soit des statisticiens, soit des informaticiens des fois. Ou, il y a des gens qui ne sont ni planificateurs, statisticiens, ni informaticiens, qui sont suivis évaluateurs, ils sont gestionnaires de projet. Mais tu dois aimer les chiffres. Tu dois te faire former. Les formations que nous avons fait, l'attestation, euh, Excel, tu dois pouvoir bien maîtriser Excel. Parce que le premier outil de suivi évaluateur, s'il ne sait utiliser aucun autre outil logiciel, là, c'est Excel. Excel niveau, pas niveau débutant, hein, niveau intermédiaire au moins. Parce que tu seras amené à pouvoir gérer les bases de données. Comment construire les bases de données? C'est ce que nous sommes en train de faire dans la formation. Comment on peut, à partir de ces les résultats collectés, comment est-ce qu'on peut inscrire les tableaux de bord? Comment est-ce qu'on peut utiliser les pictogrammes? Comment est-ce que... Oh, franchement, il y a beaucoup de choses. Mais le plus important, c'est de pouvoir avoir une bonne formation sur la notion de gestion de projet. Et avec les formations payantes que nous faisons, les formations certifiantes, comme on le dit, pour pouvoir accueillir les autres notions de suivi de relation. Mais le plus important, c'est de pouvoir travailler dans un projet dans le domaine du suivi évaluation. Il n'y a pas plus fort skills, compétences qu'on peut avoir si on pratique ce qu'on apprend. Souvent, les gens se font former beaucoup sur le suivi évaluation, mais ils ne sont pas dans le domaine du suivi évaluation. Ça fait qu'ils ont de bonnes formations. Mais quand ils ne l'appliquent pas, ils les oublient. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, nous avons un carnet d'adresses de formation très fourni sur les outils. Parce que quand vous faites une collecte, vous devez pouvoir être compétent pour élaborer un plan de suivi. D'abord, un plan de suivi, il y a au moins 2 semaines de formation. Après le plan de suivi, il faudra utiliser les outils de collecte. Avant, on utilisait papier. Quand on envoyait les gens là sur le terrain. Maintenant, on n'utilise plus. Les Cobotos, ODK, Epidata, Yaspens, il y en a plein. Hein? Et minimum, tu dois mettre Cobotos. Ou Google Form. Ouais. Minimum, tu dois utiliser parce que à travers les tablettes, les portables, parce que la collecte ne se fait plus sur papier. Donc, c'est à travers les portables.
Et automatiquement, quand les gens répondent comment sur le terrain, toi, tu as tes données ici. Ouais, donc il y a beaucoup de choses, hein. Euh, je vous prie de bien vouloir nous montrer comment utiliser le diagramme de Gantt. Tiens. Diagramme de Gantt. Ça, est-ce que vous savez que c'est tout un cours qu'on voit en gestion de projet, diagramme de Gantt. Monsieur Osseli, vous demandez un truc qui est loin. Ok, on va y penser. On va y penser. On va y penser. Il n'y a pas de souci. Si j'ai le temps matériel, parce que vous allez voir les communications que je fais pour ceux qui sont habitués à moi, vous allez voir que je fais beaucoup de recherches. Et je vais dans du pratique concret. Je ne fais pas de la théorie. Donc, mais ça me demande beaucoup, beaucoup de préparation avant de venir devant vous. Donc, mais on va continuer par faire. C'est bien noté. Le directeur de cabinet, là, il a bien compris. Donc, il y a pas des outils à maîtriser. Il y a Cobotos Boss. Il y a, pour les analyses les plus simples, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas, vous ne savez pas coder, vous ne savez pas coder, sinon j'allais vous dire, vous allez vous faire former en R, oui, Python, pour Python. R, R c'est mieux pour vous, le logiciel R. Mais si vous ne savez pas coder, je ne vais pas vous conseiller Stata ni R, je vais vous conseiller SPSS. SPSS, c'est comme Excel, hein, vous avez les boutons et vous demandez ce que vous voulez, vous saurez les tableaux. Donc, oui. Maintenant, pour pouvoir faire les tableaux de bord, la visualisation, pour pouvoir naviguer dans les données, pour présenter de jolis tableaux, les croisements, tout ça, là, c'est pas hobby. C'est pas hobby qui le fait actuellement. Essaie peut le faire, essaie le fait très bien. Mais bon, comme c'est les gens, ils ont vu que c'est pas hobby qui est en vogue maintenant, tout le monde le fait pas hobby. Donc, voilà. Voilà ce que je peux vous dire comme outil à maîtriser. Voilà. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, demain, on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser, on peut choisir les indicateurs. Comment, parce qu'il y a des erreurs que nous commettons, hein, dans les rapports que nous faisons. Et nous allons voir, peut-être qu'à la fin, si j'ai un peu de temps, je vais vous faire une démonstration de Cobotos Boss. Un peu. Je n'ai pas, je vais vous montrer l'interface des anciens questionnaires que j'ai fait, tout ça. Parce que pour vous faire former, là, c'est pas en 1 heure ni en 30 minutes qu'on peut le faire. C'est pas possible. Il faut être, quand on veut faire quelque chose, euh, il faut être, il faut bien le faire, quoi. Si on ne veut pas faire, on ne va pas faire. C'est pour ça que moi, j'ai dit au directeur cabinet, si on veut faire des formations gratuites, il faut qu'on trouve des bonnes formations et qu'on me donne le temps nécessaire pour bien documenter. Et là, on le fait. Quand les gens vont venir entendre, bon, ils vont savoir que, bon, c'est bon. Ils vont apprendre quelque chose. Mais si c'est pour faire bon, c'est pour faire conférence gratuite, je ne peux pas. Oui. Bon, j'ai fini. S'il n'y a pas de questions, j'ai fini. Monsieur Bati, j'ai fini. Monsieur, oui, attendez, cher formateur. Monsieur, c'est Bati, non? Oui, On, monsieur Bati. on peut avancer. Avancer quoi? C'est bâti, bâti. Oui, Bati. Ah, on peut avancer, vous avez dit, c'est le cours ou bien vous voulez poser une question? Non, le professeur demandait à savoir s'il y a plus de questions. C'était juste pour dire qu'il y a plus de questions, on peut avancer au cas où. OK, OK, OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va se dire à demain. Il y a M. Yakouba qui dit, vous savez commencer plus tôt que prévu. Demain, ça sera à quelle heure? Non, je ne vais pas commencer plus tôt que prévu. Les formations gratuites, c'est vendredi à 18h, heure du Bénin. Oui, formateur. Oui. Le problème est que quand on dit 18 heures, là, les gens pensent que c'est heure de leur pays. Alors que c'est 18 heures, heure béninoise. 17 heures Ah, GMT. C'est donc, là le problème. ah, Madame et Monsieur Yacoub. ah, Et Yacouba. Donc, Allô? quand on écrit 18 heures, oui. Oui, actuellement, c'est même les 18h40, donc je n'ai pas compris en fait. Quand il a dit ah, 18h, bon, moi, je suis en Côte d'Ivoire. ah. Je suis en Non. Côte d'Ivoire, c'est maintenant à Excusez-nous. 18h, je me suis connecté et puis on voit que le cours est fini. Excusez-nous, excusez-nous, monsieur Ouais. Yacoub. Donc, demain, bon, formateur même d'accord de donner les heures Eh, Oui, et oui, là. voilà. demain, c'est à 15h, heure béninoise. Donc, D'accord, ça va correspondre. ça doit faire 16h chez Euh, vous, c'est ça?
Mais 14 heures chez Non, vous. Si. ça va Non, 14 heures c'est à en Côte 14 heures chez nous d'Ivoire, ici. En Côte 14 d'Ivoire, heures 14 heures. au Togo. Voilà. Voilà. 14 heures au 14 heures. Togo, 14 heures. 14 heures en Côte Côte d'Ivoire, d'Ivoire. 15 heures au Cameroun, 17 heures au Comores, ainsi de suite. Ah, Donc, demain, c'est à 14 heures GMT. ok, ok. Monsieur Lamboni, on Ah, s'excuse, on s'excuse. On va le faire. Prochainement, tout compte fait, les heures que vous voyez là, dans nos annonces, sachez que c'est un béninoise. Sachez que d'office, c'est un béninoise. Donc, vous pouvez faire la conversion directement. Nous présentons vraiment nos excuses. Nos excuses. Tout compte mais fait, néanmoins, vous aurez l'enregistrement sur notre plateforme, chaîne YouTube. Tout de suite, nous allons mettre ça sur la chaîne et vous allez regarder. Merci Ok, merci, beaucoup. ça me fera plaisir. Merci Oui, beaucoup. merci. merci beaucoup. OK. Bon, donc on se dit à demain. Demain, nous allons, comme je l'ai dit, pour ceux qui viennent d'arriver, nous allons voir comment choisir les bons indicateurs, comment certains indicateurs sont inutiles, comment construire un cas logique simple, comment les données sont collectées aujourd'hui avec Covoto Sports. Voilà. Prenez soin de vous. À demain.